Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Comment on construit un portefeuille d'investissement de A à Z? Le but, c'est simple, avoir une feuille de route claire, que l'on soit complètement novice ou qu'on ait déjà un pied dedans. C'est vrai que quand on pense à construire un portefeuille, ça peut faire un peu peur, non? On a l'impression d'être face à une montagne d'infos, on se sent vite dépassé. Mais en fait, il faut voir ça différemment. C'est comme un grand puzzle. Et là, on va assembler les pièces ensemble tranquillement. Allez, on y va. Étape numéro 1. Et attention, c'est peut-être la plus importante. Avant même de mettre un seul euro sur la table, il faut savoir qui on est en tant qu'investisseur. C'est vraiment la base de tout le reste. Alors là, il y a un concept clé, la tolérance au risque. Et attention, il ne faut pas la confondre avec la capacité à prendre des risques. La capacité, c'est simple, c'est l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Mais la tolérance, c'est autre chose. C'est une question de nerfs. Est-ce qu'on a le cœur bien accroché pour supporter les hauts et les bas des marchés sans vendre en panique? On peut très bien avoir les moyens financiers, mais pas du tout les nerfs pour suivre. Donc en se posant ces 3 questions, on commence à dessiner son portrait robot d'investisseur. Est-ce qu'on est plutôt du genre à chercher le gros rendement, même si ça secoue pas mal, ou est-ce qu'au contraire, la priorité absolue, c'est de ne pas perdre son capital? Ce profil, c'est lui qui va être notre boussole pour toutes les décisions qu'on prendra après. Ok, la stratégie, c'est fait. Maintenant, il faut choisir la boîte dans laquelle on va mettre nos investissements. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe fiscale. Et en France, il y a un grand match. D'un côté, le PEA, de l'autre, le compte-titre ordinaire, le CTO. Et croyez-moi, le choix est loin d'être anodin. Bon, regardons ce tableau. C'est le cœur du problème. Le PEA, son super pouvoir, c'est la fiscalité. Au bout de 5 ans, les gains ne sont plus imposés. On paye juste les prélèvements sociaux, qui sont des cotisations sociales. C'est énorme. Le revers de la médaille, il est un peu limité, surtout des actions européennes et un plafond de versement. De l'autre côté, on a le CTO. Lui, c'est la liberté totale. On investit où on veut, autant qu'on veut. Mais chaque gain est taxé à 30%. C'est donc un choix permanent entre l'optimisation fiscale et la liberté. Alors concrètement, on fait quoi? Si on vise le long terme, plus de 5 ans, et qu'on se concentre sur l'Europe, le PEA est clairement le grand gagnant. C'est la solution la plus maligne fiscalement. Par contre, dès qu'on veut acheter des actions américaines, par exemple, ou dépasser le plafond, là, le CTO devient incontournable. Dans la vraie vie, d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs malins utilisent les deux en même temps. On arrive maintenant à un pilier, vraiment le principe fondamental pour gérer le risque. Tout le monde connaît le dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, en finance, c'est exactement ça. C'est la base d'un portefeuille solide. La diversification, qu'est-ce que c'est au fond? C'est l'idée de dispatcher son argent de telle manière que si un investissement baisse, un autre, on l'espère, va monter pour compenser. Soyons clairs, le but n'est pas de ne jamais perdre d'argent, ça c'est impossible. Non, le but c'est de lisser les performances, de réduire les montagnes russes pour que le voyage soit beaucoup moins stressant. Pour que ce soit plus parlant, voilà un exemple typique pour un profil modéré. On pourra avoir 55% en actions, c'est le moteur de la performance, 40% en obligations qui agissent un peu comme l'amortisseur pour la stabilité, et puis 5% de cash, de liquidité, pour saisir une opportunité ou faire face à un imprévu. C'est ce mix, cette allocation d'actifs qui est vraiment le cœur du réacteur. Mais attention, pour bien diversifier, il faut penser sur plusieurs axes. D'abord, la géographie. On ne met pas tout sur l'économie française, par exemple. On va aussi aux US, en Asie. Ensuite, les secteurs. Un peu de tech, un peu de santé, un peu d'industrie, pour ne pas tout miser sur le même cheval. Et enfin, on mélange les tailles d'entreprise et bien sûr les classes d'actifs. C'est comme ça qu'on bâtit une forteresse. Bon, on a le plan, la boîte, la stratégie. Maintenant, il faut mettre des choses dedans. Quelles sont les briques qu'on va utiliser pour construire notre portefeuille? C'est l'étape de la sélection des actifs. Quand on parle d'actions, il y a en gros 2 grandes familles. D'un côté, les actions de croissance ou growth. Pensez aux boîtes de la tech. On achète en espérant une croissance explosive des bénéfices. De l'autre, les actions value. Là, on cherche des entreprises solides, peut-être un peu oubliées, qui semblent moins chères que leur valeur réelle. Elles sont souvent plus stables et versent des dividendes. Le secret d'un bon portefeuille, c'est souvent d'avoir un peu des deux, car elles ne performent pas au même moment. Et pour se diversifier sans se prendre la tête, il y a un outil magique, l'ETF, qu'on appelle aussi un tracker. C'est super simple. C'est un fonds qui se contente de copier un indice boursier, comme le CAC 40. Du coup, avec un seul achat, on se retrouve propriétaire d'un petit bout des 40 plus grosses boîtes françaises. C'est la diversification en un clic et pour des frais vraiment minimes. Petit point technique mais important.
Il y a deux types d'ETF. Les physiques, ils achètent vraiment les actions de l'indice, c'est direct, transparent. Et puis, il y a les synthétiques. Eux, ils utilisent un montage financier un peu plus complexe pour répliquer la performance. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh bien, il y a une raison, et elle est énorme, surtout pour le PEA. C'est grâce à ce montage qu'on peut investir sur des indices américains comme le S&P 500, tout en restant dans son PEA et en profitant de sa fiscalité avantageuse. Ok, le portefeuille est construit. Mais le travail n'est pas fini. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et qu'on oublie pendant 20 ans. Un portefeuille, c'est un peu comme un jardin. Ça s'entretient. Il faut s'assurer qu'il reste bien aligné avec nos objectifs. Et cet entretien, ça a un nom, le rééquilibrage. Imaginez, on avait décidé de mettre 55% en actions, mais le marché a cartonné et maintenant, les actions pèsent 70% du total. Sans rien faire, notre portefeuille est devenu beaucoup plus risqué que ce qu'on voulait au départ. Le rééquilibrage, c'est simplement l'action de vendre un peu de ce qui a beaucoup monté pour revenir à notre cible de 55% et garder le contrôle sur le risque. Mais attention, attention, il y a rééquilibrage et rééquilibrage. C'est une super idée de rééquilibrer entre les grandes catégories, par exemple, vendre des actions pour racheter des obligations, pour garder son niveau de risque. Par contre, vendre systématiquement ses meilleures actions juste pour racheter celles qui ne décollent pas, ça, c'est souvent une très mauvaise idée. C'est une erreur classique. Ça nous amène à une règle d'or en investissement. Coupez vos pertes rapidement et laissez courir vos positions gagnantes. Pourquoi est-ce qu'on vendrait une entreprise qui performe super bien juste parce que son cours a monté? C'est absurde. L'idée, c'est de vendre ses erreurs, pas ses réussites. Il ne faut pas que le rééquilibrage devienne une excuse pour, comme on dit, couper les fleurs et arroser les mauvaises herbes. Alors, si on devait tout résumer en quelques points, ce serait ça. 1. Savoir où on va avec des objectifs clairs. 2. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, donc diversifier. 3. Faire la chasse aux frais, parce que ça ronge la performance. Et 4, peut-être le plus dur, la discipline. Rester patient et s'en tenir à son plan. Le temps, c'est vraiment notre meilleur ami en bourse. Voilà, on a vu les grandes étapes. Mais il ne faut jamais oublier que construire un portefeuille, c'est avant tout un projet très personnel. Les fondations sont là, solides. Maintenant, le jeu consiste à prendre ces grands principes et à les adapter à sa propre histoire, à ses propres projets, pour construire quelque chose qui tienne la route sur le long terme.